Bon, salut Mathias, merci, Salut merci Mika. de t'être prêté au jeu. Donc pour expliquer, Merci à ceci n'est toi. pas une vidéo pour les amateurs de finance. Voilà, les gens qui regardent beaucoup de contenu pour se former, qui sont passionnés d'investissement. Vous pouvez passer votre chemin, non, rester avec nous quand même, mais c'est tout l'inverse. Ici, le but c'est vraiment de repartir de zéro, voilà, de parler aux gens qui savent juste que avoir de l'argent qui dort sur un compte, c'est pas idéal, qui ont vaguement entendu des notions, voilà, d'investissement, du fait que bah ça peut être intelligent d'avoir une stratégie pour avoir peut-être un patrimoine un jour plus tard, quoi, qui ont des notions vagues comme ça, qui savent que c'est un peu du gâchis de garder son argent, dormir sur des comptes comme ça, mais à part ça, qui n'y connaissent rien. Et le but, c'est vraiment de vous, voilà, de vous expliquer un petit peu quand on part de zéro et qu'on n'a pas Mhm. tout le jargon, parce que toi-même, tu le sais, ce monde de la finance parfois, il est assez abscon. il y a C'est des, il y a, c'est même il y a parfois fait exprès, Mika, ouais, pour faire sentir les gens incompétents. un Tu peu vois, con, mais c'est quand on dit ça. on a besoin d'un conseiller, on a besoin d'un spécialiste, c'est fait exprès parfois. Et donc voilà, ça rend le truc assez indigeste. Et là, le but pour expliquer aussi, c'est pas de vous dire, ok, en fait, il y a une seule voie, une seule option, c'est Trade Republic, mettez tous vos sous dessus. Il y a pas d'autre choix, c'est pas ça. C'est vraiment de comprendre c'est quoi un peu les avantages, les inconvénients, voir si c'est un truc qui peut vous correspondre. Et de manière générale, c'est aussi un prétexte en fait de vulgariser un peu la finance Ouais. et peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez pas la solution à toutes vos questions, mais vous aurez peut-être appris voilà quelques trucs en passant sur la finance grâce à Mathias qui nous fait l'honneur de passer un peu de temps avec nous. Donc, merci beaucoup. Ça, je Moi, sais que tu as un emploi du temps très chargé. mon objectif, Mika, c'est que il y ait un maximum de gens qui aient moins peur de l'argent, parce que l'argent c'est un outil qu'on utilise pour le développement humain. Et la plupart des gens ont peur de l'argent. Moi, le Et premier, c'est- quand j'étais plus jeune, et du coup, n'osent pas l'appréhender comme un outil qu'on peut piloter de la même manière qu'on pilote, je sais pas moi, les ressources en eau, la nourriture qu'on arrête de gaspiller, l'électricité qu'on essaie d'économiser, le recyclage du plastique. Bah, de la même manière, l'argent, il faut l'optimiser. Parce qu'on en a besoin et qu'on est de plus en plus vieux aussi, la population vieillit. L'État en Europe, les États sont endettés, donc il y a un vrai sujet où on est de plus en plus nombreux et de la même manière qu'on a optimisé les ressources naturelles, il faut qu'on optimise les ressources non naturelles et l'argent, c'est probablement la plus importante ressource. Donc il faut qu'on apprenne à s'en servir. et c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de paradoxe en France, bon, pas que, peut-être en Europe, mais où à la fois on est un peu crispé vis-à-vis de ce sujet et on se dit tout ce qui ressemble à de la finance ou de la gestion de son argent, ça fait un peu sale, tu vois, c'est pour les, soit c'est pour les riches, soit c'est pour les gens un peu bizarres sur YouTube qui vendent des formations, tu vois. Et donc il y a un peu ce rejet ou cette Ouais, crispation bien de sûr, bien sûr. bizarre. Et donc, je peux faire seulement confiance à mon gentil banquier de ma rue qui, lui, au moins, Alors, il est pas gentil, a, lui. a Mais l'air de s'y connaître. Voilà, on va en parler. Et en même temps, est-ce qu'on on en a peut-être jamais eu autant besoin, en fait, de reprendre un peu la main sur justement qu'est-ce qu'on fait de ces finances. On sait que les systèmes de retraite qu'on a chez nous sont potentiellement voués à peut-être pas à disparaître, mais avoir des sacrés soucis. On est tous un petit peu inquiets en fait ouais. pour l'avenir et pour ce que nous on va avoir quand on sera vieux. Est-ce qu'on aura une retraite correcte? Il y a ce paradoxe où à la fois on est un peu crispé, et en même temps c'est peut-être le moment ou jamais de s'y intéresser parce on en a besoin quoi. On est dans cet entre-deux, en fait, face à l'argent. Parce il y a l'ancienne culture du XXe siècle, qui est le temps, c'est de l'argent. J'accumule de l'argent. J'achète des objets qui me font me sentir riche et qui me représentent, tu vois, socialement. Ça, c'est la culture du temps, c'est de l'argent. C'est la culture de, je sais pas comment dire quoi, mais il y a que les riches qui peuvent essayer d'en gagner plus. Enfin, tu vois, c'est un truc très de passé. Et il y a les jeunes aujourd'hui, la génération Z entre autres, hein, qui ont un rapport à l'argent qui est complètement différent. Et en fait, ce qu'on ressent dans la société française à l'heure actuelle, c'est cette opposition entre les Mm. générations. Il y a la Oui, génération nous Z ça où tu as achète les du temps deux plutôt. tiers, voilà, l'argent c'est du temps. Il y a les deux tiers des jeunes aujourd'hui qui n'ont plus peur d'investir en actions, par exemple, qui trouvent que c'est bien d'investir dans des actions. Alors que, effectivement, l'immense majorité des boomers trouvaient ça risqué. Le risque aujourd'hui, c'est de rien faire. Ceux qui ne font rien et qui font confiance uniquement au système public vont perdre 50% de pouvoir d'achat au moment de la retraite. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu gagnes 2 000 € comme salaire à la fin de ta carrière, au moment de prendre ta retraite, tu gagneras plus que 1 000 €. C'est ça que ça veut dire.
Donc en fait, ça veut dire que potentiellement, à partir de 2040 à peu près, les grands-parents de demain ne pourront plus aider financièrement leurs enfants et leurs petits-enfants, ce qui est un truc très culturel en Europe. Et donc, si on veut que, avec les dettes des États, avec les retraites qui baissent, elles vont pas disparaître, mais elles vont baisser parce qu'il y a de moins en moins de jeunes. C'est inévitable, si tu veux, quand tu as de moins en moins de jeunes, les retraites, elles baissent. C'est mécanique dans un système public. Eh bien, il faut agir. Le problème, c'est que pour agir, il faut surmonter un plafond de verre psychologique, un blocage, qui est issu de générations de « je sais pas faire, il faut que je demande à mon banquier ». Ça, c'est, tu vois, ce blocage mental, il faut le dépasser. Et en plus, après, une fois qu'on s'est donné le courage de s'y mettre, il faut se former. Et comme il n'y a pas de formation à l'école, ce qui est hallucinant, c'est hallucinant que l'école t'apprenne pas à gérer l'argent. L'argent, c'est tellement important dans la vie des gens. Et on te donne rien, que dalle. On t'apprend à disséquer des grenouilles, on te fait de tout ce que tu veux, t'apprends des trucs qui servent absolument à rien. Mais par contre, le plus important, la ressource. Donc bref. Donc une fois que tu t'es donné le courage, il faut se former. Et pour se former, c'est la jungle. Et donc là, on a fait créer un label en France avec les autorités de régulation de la publicité et des finances, qui ont créé ce label de l'influence responsable, pour qu'on ait au moins un tampon, quoi, qu'on sache qui est autorisé, qui est formé et qui l'est pas. Est-ce que tu as une formation à 300 balles par mois derrière ta vidéo, ou est-ce que tu as des gens qui sont à peu près au fait des risques et qui, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que quand tu regardes pas mal de contenu, t'as une sorte t'as une sorte d'oubli complet de toute la partie risque, parce que c'est ça en fait, quand tu gères du patrimoine, c'est gérer du risque en gros. Oui, et en fait, sûr. il y a pas mal de poncifs à lever sur le fait que, ok, mais en fait, si je laisse mon argent dans ma banque, je ne prends aucun risque. Si je mets de l'argent si je donne de l'argent à mon banquier, je ne prends aucun risque. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que toi tu dirais que c'est une position valide? En fait, quand tu fais rien, c'est-à-dire si tu laisses ton argent sur le compte bancaire, effectivement, tu prends aucun risque. Par contre, tu es certain de perdre de l'argent. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'inflation et qui fait que, avec la croissance économique, avec l'augmentation de la population, avec l'accroissement de la société, eh bien, les prix augmentent. Et donc, avec 1 euro aujourd'hui, tu peux t'acheter plus de trucs qu'1 euro de demain. C'est ce qui fait que la baguette de pain, elle coûte plus 80 centimes, quoi. Et donc, l'inflation, ça fait que si tu laisses ton argent dormir, l'expression c'est dormir, en fait, tu le laisses mourir. L'argent disparaît petit à petit. Et depuis 2 ans, l'inflation est revenue. Ça vous aura pas échappé, hein. Toutes celles et ceux qui nous regardent le ressentent toutes les semaines, quoi, en faisant les courses. Et donc, on parle de 4% d'inflation en 2023. Donc, ça veut dire que 4% de l'argent que vous aviez laissé dans une banque a disparu. Ça, c'est un vrai gros problème. Le deuxième gros problème des banques, c'est les frais. Et il y a 75% des Français qui ne connaissent pas les frais bancaires et les frais sur leur épargne, parce que c'est des frais qui sont exprimés avec des pourcentages. Donc, le conseil que je vous donne est très simple. Premièrement, demandez à votre banquier où est-ce que lui, il place son argent. Ça, c'est une très bonne question. C'est pas mal. Parce que les premiers à avoir ouvert des comptes chez Trade Republic en France, c'est les conseillers bancaires. Donc, demandez à votre super banquier question, j'avoue. Où est-ce que lui, il place son argent. Est-ce que lui aussi, il met son épargne dans un contrat d'assurance vie de sa banque avec 2,5% de frais par an qui font que ça te prend toute ta performance à long terme, en fait. Donc, ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est ça. Challenger votre banquier. Vous, ça vous donnera du courage et ça vous permettra de commencer à vous rentrer dans le sujet. Est-ce qu'on peut dire que placer ses sous, c'est intéressant à partir d'un certain montant? En gros, est-ce que c'est un truc de riche, entre guillemets, qui a du patrimoine? Ou est-ce que voilà, il y a un niveau de revenu où ça devient intéressant et en fait, moi, aujourd'hui, j'ai juste un revenu normal, tu vois, donc ça n'a pas d'intérêt. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tout le monde est concerné. Tout le monde. 2 choses très importantes. Ton épargne, c'est une part de tes revenus. Que tu gagnes 100 ou 1000 ou 10 000, il faut quand même que tu épargnes. Donc, tout le monde doit épargner. C'est important parce que tout le monde va vieillir. L'enjeu, c'est pas d'avoir tous la même somme à la fin de sa vie. L'enjeu, c'est d'avoir, à juste proportion de ce que tu as gagné, une épargne. Donc, c'est pour tout le monde. Ça, c'est la première chose. Avant, c'était pas possible. Parce qu'avant, il y avait tellement de frais
qu'il fallait des grosses sommes pour épargner pour que les frais soient pas trop impactants sur ta performance. Parce qu'il y avait tellement de frais fixes pour épargner et investir que les petites sommes, c'était pas possible. Tu payais autant de frais que ce que tu investissais. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais donner un calcul très simple à tout le monde. Comme ça, tout le monde va bien l'avoir en tête. Si tu commences à épargner à 20 ans, la même somme tous les mois, et si tu commences à épargner à 30 ans, la même somme tous les mois, à 60 ans, t'as quasiment le double si t'as commencé à 20 ans. Donc, pas mal. Ah ouais, c'est hyper intéressant. On peut commencer avec des petites sommes. Ce qui est très important, c'est des maths, hein, c'est pas un discours commercial, c'est des maths de base que tout le monde devrait apprendre au collège. Des maths vraiment de base. Si tu commences à 20 ans, t'as vraiment beaucoup plus à 60 ans. Donc, la réponse, elle est simple. Il faut commencer tôt. Il faut prendre le moins de risques possible. Il faut le faire à long terme. Et il faut le faire pour tout le monde. Il n'y a aucune raison, si tu veux, que les banques, depuis 100 ans, permettent à 15% de la population qui a déjà du blé de continuer à en faire. Oui, dans le même faire plus. Mais comme tu disais, en fait, ça a été vrai le truc de, il y a un montant minimum. Ça a été déjà vrai pour des raisons de frais. Ah, mais ça en fait, a toujours été vrai. C'est ça, là, c'est en train de changer, en gros. Grâce à la tech. C'est uniquement grâce à la technologie qui permet d'automatiser des processus, de simplifier, de faciliter, et donc pour des acteurs comme nous, de rendre le truc moins cher. C'est parce qu'on a optimisé, digitalisé, etc. Et donc pour expliquer d'où ça vient cette différence aussi énorme, c'est que là, si je prends l'exemple, je mets moi, je mets 200 € de côté chaque mois, et je commence à 20 ans, il va y avoir, si je fais une moyenne et que je lisse sur toutes les performances, je vais faire par exemple 105% par an. Et ben pour expliquer justement qu'est-ce qui fait cette différence à 60 ans, c'est un truc que je crois qu'on appelle l'effet cumulé ou les intérêts cumulés, c'est ça? Les intérêts composés. Les intérêts composés, pardon. Les intérêts composés. Vous voyez, je suis pas du tout expert de ce truc. Albert Einstein appelait la 8e merveille du monde. Voilà. Okay. C'est la force la plus puissante de l'univers. Les intérêts composés, c'est un mécanisme de maths qui est hyper simple, et la meilleure image pour réaliser de quoi on parle, c'est la boule de neige qui descend la montagne. Plus elle roule, plus elle accroche de la neige, plus elle grossit. Plus elle est grosse, plus à chaque tour, elle accroche plus de neige. Plus elle grossit. Donc, en fait, commencer à investir à 20 ans, c'est juste faire partir ta boule de neige de plus haut dans la montagne. Du coup, arriver en bas, elle est beaucoup plus grosse que celle qui est partie à mi-chemin de la montagne. Et ce qui est intéressant, c'est les dernières années, en fait. Voilà. Ah bah, c'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que les intérêts composés, ça fait que la première année, mettons, tu gagnes 5. Donc, tu as 105. Tu avais mis 100 au début, tu gagnes 5, tu as 105. Mais tu remets 105, tu vas pas avoir 110 à la fin de la deuxième année, tu vas avoir plus. Tu vas avoir peut-être 112. Et après, tu remets 112. Donc là, tu regagnes 5%. Mais là, c'est pas 112 que tu as à la fin de l'année, c'est peut-être 117. Et donc, chaque année, en fait, tu gagnes un peu plus. Et cette mécanique-là des intérêts composés, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, la boule de neige devient tellement grosse que chaque année, elle gagne vraiment beaucoup plus. D'où l'intérêt et d'où les grosses différences à commencer vraiment tôt. Et donc là, t'as dit 20-30 ans, mais pour des gens qui nous écoutent qui ont 30 ans, c'est pareil, entre 30 et 40, en fait, le meilleur moment d'investir, c'est toujours maintenant, en réalité. Avec une condition, ne pas prendre trop de risques. C'est-à-dire que tu peux dire, si j'achète, je mets toute mon épargne sur la dernière crypto à la mode que personne connaît, etc., je le fais maintenant, c'est pas une bonne idée. Oui, c'est ça. C'est tôt et avec intelligence. C'est le meilleur moment pour commencer à investir. C'est aujourd'hui. C'est ça. Ok, bon, maintenant qu'on a dit ça, très bien, les gens ils sont contents. Bon, super, merci Mathias. Mais en fait, c'est quoi maintenant c'est quoi les différentes options en gros? Dans quoi on peut placer son argent? Moi, j'ai déjà entendu parler de plein de trucs, genre évidemment d'immobilier, d'assurance vie, d'obligations d'État, d'obligations d'entreprise, d'or, de bijoux, d'actions, d'ETF, tout ça, ça peut faire un peu peur, quoi. Et encore, je suis sûr que j'ai dit qu'une toute petite partie. Est-ce que tu peux nous vulgariser un peu? C'est quoi les différents types d'investissements? C'est quoi un peu leurs avantages, inconvénients? Est-ce qu'il y en a qui sont plus risqués, mais qui peuvent avoir plus de rendement? Enfin voilà, en gros, comment on s'y repère dans ce labyrinthe? Tu peux différencier 3 choses, grosso modo. La première chose, c'est de l'épargne, toute bête. C'est-à-dire, tu déposes ton argent à la banque sur un livret. La banque, elle va s'en servir, et pour te remercier de lui avoir prêté de l'argent, elle va te rémunérer cet argent avec un loyer. C'est les intérêts du livret A, c'est les intérêts du livret de développement durable, c'est les intérêts sur ce qu'on appelle les comptes à terme. Tu déposes ton argent à la banque s'en sert et te rémunère pour ça. C'est le premier truc, c'est ce qu'on appelle l'épargne financière, et c'est permis parce que
l'argent a une valeur dans la société. Donc quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un ou quand tu empruntes de l'argent à quelqu'un, ça a un coût. Et donc c'est ce qui permet tout simplement la rémunération des espèces. Et après, pour ça, tu as des banques qui décident de garder les intérêts pour elles, donc qui te rémunèrent pas ton argent à toi. Et tu as des banques qui décident de partager avec leurs clients. T'en as d'autres qui font un peu la moitié à mi-chemin. Donc c'est très important de regarder comment ta banque se comporte vis-à-vis des intérêts que tu reçois. C'est-à-dire que nous, vis-à-vis de la banque, il y a ce système d'épargne aussi, on lui laisse nos espèces dessus, on va avoir une rémunération. Mais Oui. Évidemment, les banques ont ça elles-mêmes, c'est-à-dire que Exactement. elles gardent du liquide de tout leur compte et elles se font rémunérer elles-mêmes pour prêter cet argent, c'est ça? Par la banque des banques, ce qu'on appelle la banque centrale. En Europe, c'est la banque centrale européenne, la BCE. Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la Fed, la Federal Reserve. Et la banque centrale, c'est une structure démocratique, c'est une structure publique qui dépend des gouvernements et qui définit le prix de l'argent. C'est eux qui disent, voilà ce qu'on appelle les taux directeurs, c'est-à-dire combien l'argent coûte et rapporte en ce moment. Et souvent, ils adaptent ce niveau, les banquiers centraux, c'est des représentants publics, hein, ils adaptent ce niveau pour que les conditions économiques globales dans un pays se passent bien. Et donc, qu'il n'y ait pas trop d'inflation, par exemple, ou qu'il n'y ait pas trop de chômage, ou qu'il n'y ait pas trop de stagnation. Ils adaptent comme ça la valeur de l'argent pour que le système fonctionne au mieux. Le problème, c'est que entre le peuple et la banque centrale, il y a les banques commerciales, les banques qui sont des entreprises privées, et qui, elles, quand elles vont déposer l'argent des gens à la banque centrale tous les soirs, eh ben, il y a celles qui te rendent au peuple les intérêts de la banque centrale, et il y a les banques qui gardent tout pour elles. Et donc là, en ce moment, par exemple, c'est combien? En ce moment, c'est 4%, le taux de la banque centrale. Donc, c'est le taux que les gens devraient recevoir sur leur compte courant, sur leurs espèces, parce que c'est ce que la banque centrale paye. Si la banque centrale te paye 4% sur tes espèces, c'est parce qu'elle te demande 4% quand tu veux emprunter de l'argent. D'ailleurs, il t'aura pas échappé, Michael, si tu as essayé d'acheter un bien immobilier depuis 1 an et demi, que c'est très difficile, puisque les taux de crédit immobilier sont très hauts. Pour lutter contre l'inflation, ça cause des problèmes à tout le monde. Tu peux plus acheter de maison. Si tu veux vendre ta maison, il y a plus personne pour l'acheter, donc c'est pénible aussi. Et de l'autre, la contrepartie, si tu veux, de ça, comme c'est un mécanisme démocratique, les banques centrales, il y a une contrepartie. On te pourrit la vie d'un côté sur l'immobilier, mais tes espèces te rapportent 4%. Bon, le problème, c'est que les banques commerciales s'intercalent. Donc là, elles ont évidemment toutes publié des résultats records, des bénéfices records pour l'année 2023, parce qu'elles ont gardé les intérêts de la banque centrale pour elles, au lieu de les rendre aux gens. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Donc ça, c'est la première catégorie. Ouais. C'est l'épargne de base, les livrets, les comptes à terme. Okay. La deuxième catégorie d'épargne ou d'investissement, pour moi, c'est la même chose, l'épargne et l'investissement. T'as des puristes qui vont te dire épargner, c'est pas pareil qu'investir. Moi, je simplifie. Et je simplifie volontairement parce que pour les gens, c'est juste faire grossir ses sous. Exactement. Et voilà, il y a des manières de le faire. Ouais. Donc, la deuxième chose, c'est de prêter de l'argent à quelqu'un. Tu peux prêter de l'argent à des États, la France, l'Allemagne, l'Italie, ou tu peux prêter de l'argent à des entreprises. C'est ce qu'on appelle des obligations. Pourquoi on appelle ça des obligations? Parce que celui à qui tu as prêté est obligé de te rembourser à la date de fin du prêt. Et en échange de ça, il te paye un loyer. C'est ce qu'on appelle des intérêts. Sur une obligation, on appelle ça un coupon. Voilà. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui ont des obligations. C'est l'immense majorité de l'épargne des gens en France, puisque c'est de ça qu'est fait le fonds en euros du contrat d'assurance vie. D'accord. Donc l'immense majorité des Français ont un contrat d'assurance vie. Dans ce contrat d'assurance vie, il y a un support, un véhicule d'investissement qui s'appelle le fonds en euros. En fait, c'est un panier d'obligations. D'accord. Nous, on a rendu les obligations accessibles en direct. C'est-à-dire que les gens ne soient pas obligés de passer par un assureur, accessoirement de payer 1% de frais par an pour rien, et que les gens puissent acheter des obligations. Donc, par exemple, aujourd'hui, tu peux prêter de l'argent pour 3 ans à la France, sur Trade Republic, à l'État français, et l'État français va te payer 3%, 4%, 5%, en fonction des échéances de date de fin. Donc, c'est le deuxième truc, c'est je prête de l'argent à LVMH, à Total, à Sanofi ou à l'État français, et ça s'appelle une obligation. Ce qui est vachement bien avec les obligations, c'est que tu sais exactement combien tu vas gagner. C'est-à-dire, tu sais que jusqu'à telle date de fin, tu vas gagner 4%, mettons par exemple, ou 3%, ou 5%, quoi qu'il arrive. Tous les jeunes quasiment ont déjà entendu parler au moins une fois du crowdfunding et de la possibilité de prêter de l'argent à des projets en échange d'un intérêt.
Bon, bah, ils ont réinventé l'eau chaude. Le crowdfunding, avant, ça s'appelait des obligations. C'est un marché monstrueux. C'est le plus gros produit d'épargne des gens en France. Et le crowdfunding, c'est juste la version cool de ça, mais c'est la même chose. Tu reçois un objet, mais en fait, c'est pareil. Okay. C'est la même chose. Donc, les obligations, c'est le deuxième catégorie. Et c'est quoi pour les différences du coup entre, parce que là, on a parlé du fait que c'est très cool parce que tu sais d'avance exactement combien tu vas gagner. Le risque, il est où du coup? Le seul risque, c'est que l'entité, l'entreprise ou l'État à qui tu as prêté l'argent, à la fin, ils te le rendent pas. C'est ce qui s'appelle une faillite ou un défaut ce qu'on appelle l'émetteur de l'obligation. Donc, c'est un défaut de celui à qui tu as prêté de l'argent. Ça peut arriver. Il y a des entreprises qui font faillite. Des États qui font faillite, c'est beaucoup plus rare. Ça peut arriver aussi. C'est déjà arrivé par le passé. Donc ça, c'est vachement accessible parce que tu comprends tout de suite, en fait. Tu dis, voilà, je prête tant d'argent jusqu'à telle date à un tel et il va me payer tant. Ouais. Et ça, mais du coup, j'imagine que dans les performances, on est plutôt dans l'ordre de ce que tu avais dit, des 2, 3, 4, 5, c'est ça en gros? Oui, ça va 6, 7 en ce moment. Si tu prêtes à la Roumanie, tu gagnes plus d'argent que si tu prêtes à la France. Voilà, t'as des... Ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est fixe. T'es sûr, quoi. Okay. Alors que le 4% sur les liquidités ou le livret A ou le livret de développement durable, ça, c'est des taux qui peuvent baisser. Oui. C'est-à-dire le 4% de la Banque Centrale Européenne, personne ne sait combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va durer jusqu'en juin, en septembre, en décembre ou en mars de l'année prochaine? Personne ne sait. Okay. Alors que les obligations, tu sais exactement combien tu vas avoir jusqu'au bout. Le troisième type d'investissement, c'est d'acheter quelque chose en espérant qu'un jour, il vaudra plus cher. C'est plus risqué, mais c'est ce que font tous les gens quasiment en achetant leur maison. On achète un objet dont on espère que plus tard, il vaudra plus cher. Ouais. Tu peux acheter quasiment tout. Tu peux acheter de l'immobilier, des maisons, mais tu peux acheter des forêts, tu peux acheter des baskets, tu peux acheter des montres, tu peux acheter de l'or, tu peux acheter des actions d'entreprise, tu peux acheter quasiment tout en fait. Donc l'enjeu, c'est de se dire, ok, est-ce que demain je vais devenir trader ? Moi, je suis serveur à Bagneux, je suis chauffeur de taxi à Vesoul, je suis électricien à Saint-Denis, tu vois, tout le monde. Je suis enseignante à Colombes. Est-ce que demain, je vais devenir trader et être capable d'acheter la paire de Nike qui vaudra une fortune dans 20 ans, la carte Pokémon qui vaudra une fortune dans 20 ans, la crypto qui va exploser. Est-ce que je vais être capable de faire ça ? La réponse est non. Pour 99% des gens, tu fais pas un combat de judo avec une ceinture noire si t'as la ceinture blanche. Donc à un moment donné, il faut arrêter les mensonges, il faut arrêter le miroir aux alouettes, il faut arrêter de faire croire aux gens que voilà, il faut arrêter être meilleur que BlackRock. Il faut arrêter avec ça. Donc, en fait, je pense qu'il faut commencer simple. Moi, je regarde un truc très simple, c'est qu'est-ce qui se passe depuis 120 ans, depuis le début du XXe siècle, depuis qu'on est dans l'ère moderne du capitalisme et de l'Europe. Depuis 120 ans, ce qui marche le mieux, c'est l'ensemble des actions du monde entier. Depuis 120 ans, l'ensemble des actions du monde entier, des entreprises du monde entier, leur performance, c'est 5,5% par an en moyenne. Donc, et avec ça, tu as eu 2 guerres mondiales, des crises énormes, des crises financières, la crise du pétrole, le Covid, la crise de 2008. Tu vois, malgré tout ça, la moyenne, c'est 5,5% par an. Donc, l'immobilier, ça a été plus variable. Il y a eu des périodes où l'immobilier progressait pas. Il y a eu des périodes comme récemment où l'immobilier a beaucoup progressé. Des périodes comme en ce moment où l'immobilier a stagné. L'or, plutôt dans une progression de long terme. La question que tout le monde doit se poser, c'est est-ce que je pense qu'il va y avoir de la croissance économique dans le monde dans les 20 ou les 30 prochaines années ? Est-ce que je pense que l'économie du monde va grossir ? L'immense majorité des gens te répondent oui. Moi, c'est ce que je pense. Là, on parlait notamment de ce troisième type d'investissement, d'actions, non, on n'a pas encore parlé d'ETF, justement. On a parlé, d'actions, du fait de mettre des sous dans une entreprise parce qu'on pense que elle va grandir, elle va s'améliorer plus tard, si on reste sur ce sujet-là, justement, de placer son argent dans des trucs dans lesquels on croit, qui sont importants pour nous, est-ce que c'est possible, justement, d'avoir ce niveau-là de précision si je veux pas donner d'argent dans de l'énergie, par exemple, ou des choses comme ça, mais dans des projets qui, je pense, financent du développement durable. Qu'est-ce qu'on peut faire, en gros ? Alors, avant, c'était très compliqué. Depuis quelques années, c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple.
parce qu'il y a des nouveaux types de produits qui sont arrivés, parce qu'il y a des nouvelles technologies qui sont arrivées, il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés. Et donc aujourd'hui, on peut investir très facilement avec tous les filtres qu'on veut. C'est-à-dire, on peut choisir un secteur, on peut choisir un pays, on peut choisir des entreprises qui... Moi, par exemple, j'investis tous les mois dans toutes les entreprises du monde qui respectent les accords de Paris, de la COP de 2015, tu sais. Donc, il y a un objectif qui était Paris-Based Accord. Et donc, c'est des objectifs de limitation du réchauffement climatique, de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, tu peux filtrer et acheter, par exemple, toutes les entreprises du monde qui respectent les accords de Paris. Donc, la première chose, le truc le plus important, s'il y a un truc que les gens doivent retenir de cette vidéo, c'est ce que je vais dire maintenant. C'est très difficile de choisir la bonne action. C'est très difficile. Il y a des gens qui y arrivent, mais c'est la ceinture marron. C'est pas la ceinture blanche. Donc l'enjeu, quand on investit, que ce soit dans l'immobilier, dans les actions, dans les cryptos, dans les baskets, dans les montres, dans ce que tu veux, l'enjeu clé, c'est diversifier. C'est ça qui fait que ça marche à long terme. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Sinon, ça s'appelle acheter un ticket de loto. Ou alors, on a vraiment progressé, on est devenu ceinture marron, et on est capable d'analyser une entreprise et de voir si telle ou telle entreprise. Et c'est un hobby. Et je connais plein de gens en France qui ont pour hobby de s'intéresser à ça, quelques centaines de milliers de personnes. Mais pour des millions de gens, l'immense majorité, c'est comment je fais pour investir le plus facilement possible, diversifier. Exactement. Diversifier. Dans les hobbyistes, il y en a pas toujours beaucoup qui calculent leur taux horaire. Et non, c'est vrai. Hein. Et parfois, tu peux te faire avaler par ce truc-là. On a l'impression que c'est du temps que tu investis bien. Et moi, je sais que par exemple, c'est pas mon cas. Ça, je ne veux pas y passer du temps. Je préfère le concentrer à autre chose. Et donc justement, c'est pour tous les gens qui sont dans mon cas, que ça intéresse, je te propose que voilà, on détaille un petit peu comment ça peut marcher, comment on peut faire pour à la fois que ce soit pas un truc chronophage pour nous et en même temps voilà qu'on n'ait pas l'impression de passer complètement à côté de sa gestion monétaire. En fait, il faut se fixer un objectif. Et moi, l'objectif que je donne aux gens, c'est toujours le même. C'est d'avoir 100% de... Attention jargon, alerte jargon. D'avoir 100% de taux de remplacement. C'est-à-dire que quand tu pars à la retraite, le montant de ta retraite, c'est le même que celui de ton dernier salaire. Je pense que c'est un objectif de vie. Donc, par exemple, je gagne là actuellement, on va dire au moment de partir à ma retraite, j'espère que je gagnerai 2600 euros, par exemple, on va dire voilà. Ça. Bravo à moi. Il faut, un bon objectif à se mettre, c'est se dire, à ce moment-là, mon rendement, je vise que ce soit 2600 euros, comme ça. C'est-à-dire que le système de retraite peut s'effondrer et a priori, je pourrais continuer à vivre de ma rente, entre guillemets. Partons du principe, tu gagnes 2500 euros. Bon, bah, t'as 1250 euros, la moitié, qui te viendront du système de retraite public, auquel tu as cotisé sur ton salaire. Il te faut investir 5% de ce que tu gagnes, et il faut que ça te rapporte 5% par an, à partir de tes 30 ans, pour compléter totalement ta retraite. C'est la règle des 5%. Ouais, 5% de ce que je gagne, je le place tous les ans, ça me rapporte 5% par an. Au moment de ma retraite, j'ai de quoi exactement compléter. C'est la règle des 5%. Pas mal. Ouais. Et donc, pour obtenir 5% de rendement sur ton épargne pendant 30 ans, en moyenne, ça veut pas dire faire 5% tous les ans. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une année où tu peux faire moins 10, il y a une année où tu fais plus 15, il y a une année où tu fais moins 5, il y a une année où tu fais plus 20, etc. Mais en moyenne, sur la longue durée, ça fait 5% par an. Ok. Et ça, le seul conseil que je donnerais, c'est diversifier. Okay. Si vous achetez une action, la probabilité que vous fassiez 5% par an en moyenne pendant 30 ans est très faible. Si vous achetez un panier de, mettons, les 2000 actions les plus grosses dans le monde, là, vous avez une vraie chance de faire 5% par an sur 30 ans. Ok. Si en plus, vous avez de l'immobilier et de l'or, par exemple, ou du Bitcoin, par exemple, vous avez un portefeuille qui, dans quasiment tous les cas de figure, va continuer à grossir. Ok, parce que ça c'est intéressant parce que là t'as dit un mot qui s'appelle portefeuille, qui est un truc que j'ai déjà entendu. Et alors de ce que j'ai compris, c'est une sorte de camembert où tu te dis voilà je vais mettre 20% sur tel truc, 10% sur tel truc. Ça peut vite quand on se renseigne un petit peu sur quelle sorte de portefeuille on peut faire, ça peut vite faire très compliqué. Et ça fait peur quoi. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire aussi complexe et d'avoir 12 trucs différents, des obligations? En fait, ça vient naturellement en fonction du degré d'intérêt que tu portes au sujet.
Et il y a des gens qui vont s'y passionner et d'autres qui vont pas se passionner. Pourquoi il y en a qui adorent le tennis et d'autres le golf et d'autres le basket? Mais il y a des gens qui vont s'y intéresser, s'y passionner et puis qui vont affiner après. Moi, je vais te faire un truc hyper simple. Quand t'es jeune, il faut avoir un max d'action. Parce que c'est ce qui marche le mieux à long terme. Quand t'es jeune, tu peux te permettre de prendre des risques. Et pour moi, je fais vraiment simple. Un ETF, donc un panier d'actions. C'est ça l'innovation qui a permis d'accéder à, tu vois, par exemple, les 2000 actions du monde entier. T'as pas à les acheter une par une, quoi. Exactement. Et donc, en fait, tu achètes un panier d'actions. Et moi, voilà, je dis à tout le monde, hein, c'est ta résidence principale éventuellement si tu as envie d'être propriétaire. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, soit tu as un tempérament de Monsieur Airbnb, je vais acheter des apparts, les louer, les machins, c'est une passion, ça m'occupe, etc. Soit t'as pas de temps à y consacrer et tu mets 50 € par mois dans un ETF du monde entier avec les 2000 plus grosses actions du monde. Et ça, depuis 120 ans, en moyenne, ça fait 5,5% par an. Si en plus tu veux acheter 20 € par mois d'or, c'est possible. Il y a aussi un ETF sur l'or, donc qui te permet d'acheter de l'or sans avoir besoin de l'acheter toi-même et de le stocker toi-même. Et 20 € de Bitcoin, par exemple, si tu crois au Bitcoin à long terme. Donc c'est vraiment d'avoir cette démarche de tous les mois, je place un petit peu d'argent, jamais trop parce que je sais jamais si c'est le bon moment. Si le marché va pas se péter la gueule là dans les mois qui viennent. Mais ce que je sais, c'est qu'à long terme, ça va monter. Ok. Là, tu as mentionné des choses différentes. Donc, par exemple, un ETF monde. Alors, juste pour que les gens sachent aussi, là, pour le coup, toi, tu peux pas nous donner des conseils super précis en mode acheter celui-là. Mais assez rapidement, on se rend compte qu'il y en a pas 12 millions. Il y a quelques ETF. Qu'est-ce qu'il faut regarder en général dans un ETF pour le choisir? Ils ont des frais différents, des choses comme ça? Non, les frais des ETF sont très bas. De manière générale, hein, ça va tourner entre 0,2% par an. Donc, des frais qui sont vraiment très faibles et qui viennent pas flinguer ta performance à long terme, parce que le problème des frais élevés, c'est que la boule de neige descend la montagne, mais à chaque tour, tu en enlèves un peu de la neige. Tu vois, donc, elle grossit pas aussi vite qu'elles auraient grossi naturellement. Donc, les frais sont faibles sur les ETF, ça c'est très important. Non, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est vraiment aussi simple que ça. Est-ce que dedans, il y a des entreprises? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Il peut y avoir aussi des obligations dans un ETF, donc ça complexifie le truc, mais le point de départ, c'est toujours le même. C'est un ETF monde. Donc ça veut dire qu'il réplique toute l'économie mondiale, quoi. Quasiment. Il réplique les 2000 plus grosses entreprises du monde. Ce qui est bien, c'est que la sélection des entreprises qui sont dedans, elle est pas faite par un être humain. Il y a personne qui essaye de faire du mieux possible. C'est les plus grosses. Donc s'il y en a une qui diminue de taille, parce qu'elle va pas bien, c'est une entreprise qui est en train de se rapetisser, elle sort toute seule, automatiquement, de la sélection. Et si une entreprise, je sais pas moi, Tesla, Apple, Nvidia, toutes ces entreprises qui ont beaucoup grossi, eh ben, les entreprises qui grossissent, en général, c'est des entreprises qui vont plutôt bien. Et donc, elles rentrent dans le club des 2000 plus grosses. Et tout ça est automatique. Et donc, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi le mécanique auto-nettoyante des indices boursiers. C'est que les plus grosses, elles rentrent, celles qui grossissent, celles qui diminuent de taille, elles sortent. C'est pour ça qu'on dit les indices boursiers, le CAC 40, le S&P 500 aux États-Unis, c'est des choses qui grossissent à long terme. Parce que tu as que les plus grosses. Donc là, c'est on a parlé de principe de base. Moi, j'ai un ETF monde pour tout le monde. Si j'étais président, j'ouvrirais 50 € par mois d'ETF monde à tous les jeunes Français à partir de 18 ans. C'est ce que dit d'ailleurs. Les deux autres noms, S&P 500, CAC 40, ça c'est pour si on veut des groupements d'actions américaines ou européennes. Si vous êtes fan de CAC 40, voilà. Et après, il y a les secteurs d'activité. Le niveau d'après, si tu veux, une fois que quelqu'un investit déjà une petite somme tous les mois sur un ETF du monde entier, bah, l'étape d'après, c'est est-ce que je pense que dans les 20-30 prochaines années, il y a des secteurs d'activité de l'économie qui vont faire mieux que la moyenne du monde entier. Je donne quelques exemples assez simples. Le secteur du soin aux personnes âgées, le secteur de l'intelligence artificielle, le secteur de la gestion de l'eau, le secteur de la gestion de l'agriculture. Oui, assez rapidement, tu peux avoir des Est-ce que vous pensez que c'est des secteurs d'activité qui vont se développer dans les 20 ou 30 prochaines années? Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, ça évite de se poser la question de telle ou telle entreprise. Exactement. Tu peux vraiment prendre secteur par secteur. Okay. Exactement.
Ok. Donc, et juste pour revenir sur ce micro portefeuille que tu avais fait, il y a dedans, du coup, d'un côté des ETF, de l'autre plutôt de l'or, du Bitcoin. C'est quoi un peu la différence? C'est quoi la différence entre ces deux types de placements, entre guillemets? Et pourquoi est-ce que tu as dit que c'était un moyen supplémentaire de lisser les choses sur du long cours? Parce que dans l'économie, il y a des périodes où il y a tel type d'actif qui va monter et l'autre type qui va baisser. Parce que la vie économique, Les balanciers, ouais. elle a des impacts différents sur, par exemple, il y a de l'inflation. Du coup, la banque centrale augmente les taux d'intérêt. Du coup, les entreprises qui ont besoin d'emprunter de l'argent pour se développer peuvent moins le faire. C'est ce qu'on appelle les entreprises de croissance. Du coup, pendant cette période-là, ces entreprises-là, elles vont moins grossir. Du coup, les gens vont avoir peur peut-être. S'ils ont peur, ils vont acheter un truc qui est plus sûr. Par exemple de l'or. Parce que l'or, il y a une quantité limitée sur Terre. Ouais, ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle une réserve de valeur. Donc, en gros, qui dit inflation dit qu'on souvent les gens vont plutôt se rabattre sur des valeurs dites refuges, c'est ça, je crois. Exactement, ouais, c'est ça. Et donc, voilà, c'est des trucs. On sait que contrairement à de la monnaie qui peut être imprimée par la banque centrale, on sait qu'on peut pas imprimer de l'or et qu'en gros, ça contraint forcément sa valeur. Et donc, en période de crise ou de forte inflation, ça peut être bien d'en avoir un peu quand même. En gros, c'est ça. C'est ça. L'idée, c'est de se dire, moi, ce que je veux, c'est avoir une bonne retraite. Pour avoir une bonne retraite, il faut que je sois sûr d'y arriver au bout d'un moment. Et donc, comment je fais pour prendre le moins de risques possible? Et pour prendre le moins de risques possible, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Ouais. Donc ça, c'est le premier lissage dont on a parlé, c'est les ETF qui permettent de lisser les actions, enfin le nombre d'actions. Ouais. Avoir le truc le plus large possible. Deuxième lissage, c'est avoir des types d'actifs qui se contrebalancent, c'est-à-dire que, mettons, il y a une super croissance, donc les actions vont mieux marcher, mais en période de crise, j'ai des valeurs un peu plus refuge, donc ça va un peu contrebalancer. C'est question super bête, hein, mais après, en termes de proportion, par exemple, il faut combien de quoi, comment, il y a bien un moment où il faut appuyer sur un bouton, tu vois, pour passer une commande. Donc, comment je pense que c'est quelque chose qui va se développer dans la culture des gens. Donc petit à petit, c'est un savoir qui est en train de se déployer vraiment, entre autres sur les réseaux sociaux. Donc, je répondrai pas à la question parce que c'est très important que les gens trouvent leur propre répartition. C'est vraiment très important. De son aversion au risque, c'est plus important mais c'est plus important pour la société que la culture de l'épargne se développe plutôt que moi je donne une solution miracle maintenant en fait. Donc ce qui est très important, c'est de dire aux gens de s'y intéresser. Le truc qu'ils doivent absolument regarder après avoir vu cette vidéo, pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est quoi les intérêts composés. Deuxième truc, c'est quoi les ETF. Sur la répartition, c'est je prends plus de risques quand je suis jeune que quand je suis vieux. C'est un conseil que je peux donner. Ok. Donc ça, on a parlé de toutes ces formes en fait de lissage. Il y a un dernier truc que tu as brièvement mentionné, mais c'est une question que j'ai déjà eue, c'est ok, bon, très bien, j'ai compris que c'était potentiellement une bonne gestion pour mes finances. J'ai actuellement pas mal de sous en fait qui sont sur ma banque là actuellement qui dorment. Je suis un peu paralysé, je sais pas quoi faire. Est-ce que donc ce que tu conseillerais, c'est là maintenant tout de suite d'acheter plein d'ETF, de faire ce que tu as dit, paf, je fais un gros virement avec tous mes sous sur mon compte bancaire ou pas? Et sinon, quelle est l'alternative? Alors moi, mon intérêt en tant que plateforme, c'est évidemment que tu achètes le plus possible, le plus vite possible, le plus gros possible. Néanmoins, non. Pourquoi? Parce que personne ne sait si c'est le bon moment là tout de suite pour tout mettre. Parce que personne ne sait ce qui va se passer à court terme. Personne ne sait ce qui va se passer le mois prochain. Donc, de la même manière qu'on réduit son risque en répartissant son investissement sur plus de trucs différents, on peut aussi réduire son risque dans le temps. Et donc, au lieu d'acheter tout maintenant, ou au lieu d'essayer de tout acheter dans le Bitcoin quand c'est le point bas, c'est-à-dire quand le Bitcoin est au plus bas, il vaut mieux acheter un petit peu tous les mois. Statistiquement, pour 95% des gens, ça sera plus efficace en termes de rendement à long terme. Il y en a toujours un qui va réussir à acheter au plus bas. Et qui du coup va en parler. Et qui du coup va déclencher une mécanique qu'on appelle le FOMO. La peur de rater, fear of missing out. Et ça, c'est hyper dangereux. Ou le biais de sélection. Le biais de sélection. Puisque les gens qui n'ont pas réussi n'en parlent pas. Exactement. Donc, oui, de temps en temps, il y en a qui réussissent à faire des gros coups. Oui.
Est-ce que tout le monde peut tout le temps faire des gros coups? Non. Donc pour nous autres, en gros, on en prend un petit peu. Tous les mois, un petit peu. Okay. Tous les mois, un petit peu. Le reste du temps, ton argent, tu le places à un endroit où on te file 4% de la BCE. Tu le places sur un compte à terme où tu vas battre l'inflation au moins, pour pas essayer de perdre d'argent, tu vois. Ouais. Mais tu investis pas tout d'un coup, parce que personne, en fait, les marchés financiers, ils sont, tu sais, les vendeurs de rêves, ils te disent tous, on va acheter au plus bas et revendre au plus haut. Ça, c'est les vendeurs de rêves. Sauf que le plus bas ou le plus haut, c'est 0,1% du temps. Donc 99,9% du temps, tu te c'est un état intermédiaire. Et voilà. Ok, donc très clair. On réduit au maximum son risque en diversifiant le plus possible. On réduit au maximum son risque en investissant un petit peu tous les mois, idéalement de manière automatique. Parce que le pire ennemi de l'investisseur, c'est l'investisseur. C'est ça que Trade Republic en fait a apporté à l'Europe. C'est la possibilité d'investir automatiquement des petites sommes tous les mois. C'est ça qui explique qu'en 5 ans, on a 4 millions de clients dans 17 pays européens. C'est ça qui explique qu'en 5 ans, on a 35 milliards d'euros d'épargne qu'on gère pour les gens. Et qu'on a 80% de clients qui ont moins de 35 ans. Ouais. C'est parce que on permet. Et c'est pour ça que t'en parles partout. C'est pour ça que j'en parle partout, parce que non seulement c'est une bonne chose pour moi, parce que ça va permettre à Trade Republic de grossir, évidemment. C'est évident, je serais un menteur de pas le dire. On sera pas là. Mais néanmoins, moi, avec le travail que j'ai fait avant, avec autre chose, je pourrais être en train de faire autre chose. Et puis je pourrais être en train de faire autre chose. J'ai choisi de faire ça et d'y consacrer beaucoup de temps et d'énergie et de m'exposer et de prendre des risques et de dire la vérité sur les banques, sur les réseaux sociaux, parce que je pense que c'est important pour les gens. Parce que j'ai des gamins, parce que à un moment donné, moi, quand j'étais plus jeune, ma mère avait une phobie administrative, donc j'ai eu des gros problèmes d'argent quand j'étais adolescent. Quand tu tapes les huissiers à la maison, que personne n'en parle, que dans la société, personne n'en parle, que tu vois des pauvres rester pauvres et des riches devenir encore plus riches. Bon, je suis pas communiste, mais il y a un moment donné où t'as envie d'agir, quoi. Surtout quand t'as les réseaux sociaux et que t'as cette génération Z qui a des défauts, attention, hein, mais qui a une qualité incroyable, c'est qu'elle change le monde, quoi. Et ça, c'est donc il y a une opportunité aujourd'hui pour que Madame Michu, que le chauffeur de taxi, l'institutrice, le serveur, la serveuse, le moniteur de ski, que tout le monde ait droit en fait à avoir quelque chose de bien pour leur retraite, tout simplement. Ils puissent utiliser cet outil. Et du coup, très concrètement, c'est quoi les frais? C'est-à-dire que là, donc, tu nous as parlé de ces services, de ces différentes possibilités sur Trade. On n'est pas revenu dessus, mais évidemment, tout ce qui est obligations, actions, ETF, tout ça est disponible au sein de la crypto aussi. Tout ça est disponible au sein de l'application Trade. Ouais. Comment ça marche? Comment vous gagnez de l'argent? En fait, ça prend 5 minutes à peu près pour ouvrir un compte avec son téléphone. C'est un compte bancaire, hein, parce qu'on est une banque allemande. Donc, on a la même licence que BNP Paribas ou Société Générale. Ouvrir le compte est gratuit, évidemment. Si tu mets en place un investissement automatisé tous les mois, il n'y a pas de frais. Il y a juste donc, un zéro frais, ça c'est quand même rare. Ouais. Si tu automatises, il y a 0 frais. Ouais. Si tu fais une transaction ponctuelle, si tu achètes un truc ou si tu vends un truc, tu payes 1 euro de frais par transaction. Tous les autres te facturent des pourcentages, et je le sais, je l'ai fait dans ma carrière par le passé, parce que les gens comprennent pas les frais en pourcentage. Ils font pas le calcul, ils voient pas combien ça leur coûte vraiment. Nous, on a dit, c'est un coût fixe, donc on met un frais fixe, parce que c'est le juste comportement à avoir. Et donc, le frais chez nous, c'est 1 euro. Quand tu investis dans des ETF, tu payes en général 0,2 de frais par an. Ça, c'est l'ETF. Le fabricant de l'ETF, le fabricant du panier, celui qui te permet d'acheter 2000 actions du monde entier en une fois en achetant un ETF. En général, c'est une banque. Et il te facture 0,2%, ce qui est très faible. Et à nous, il nous en donne une petite partie. Pour te partager tout simplement. Et donc, nous, ça fait des revenus qui sont tout petits. Mais vous avez comme beaucoup de clients. On a énormément de clients. Et donc, Trade Republic, c'est une entreprise qui est aujourd'hui profitable, qui gagne de l'argent, qui a que 5 ans, mais qui gagne déjà de l'argent. Et donc, en 2023, on a gagné plusieurs dizaines de millions d'euros, alors même qu'on a levé 1 milliard d'euros de capital parce que c'est un très gros projet. Trade Republic est une entreprise qui est sûre et certaine d'être là pour 15 ans. Il y a plus aucun doute possible. Et alors, tiens, justement, c'est quand même, tant qu'on est dans la partie un peu risque et savoir où on va, où je crée un compte, il se passerait quoi? Mettons, comme tu disais, l'entreprise est relativement jeune, on te croit sur parole que ça va super bien se passer, mais imaginons, un événement inopiné arrive et Trade s'effondre, fait faillite. Qu'est-ce qui se passe pour qu'est-ce qui se passe pour mes sous, donc mes liquidités? Qu'est-ce qui se passe pour mes actions? Toutes ces choses-là.
Explique-nous. En fait, tu as plusieurs mécanismes de protection qui sont en place pour que, même si Trade Republic fait faillite, toi, ton argent, tes actions, tes ETF, personne ne peut y toucher et tu les as pas perdus. Ça, c'est parce qu'on est une banque. On n'est pas une plateforme crypto non régulée, on est une vraie banque. Et du coup, tous les avoirs, les actifs, l'argent, les actions de nos clients sont séparés de ce qui appartient à nous, Trade Republic, en tant qu'entreprise. En Europe, les espèces, le cash, l'argent, est protégé par les États par ailleurs, jusqu'à 100 000 euros. Donc jusqu'à 100 000 euros, même si Trade Republic fait faillite, tu perds pas tes 100 000 euros. Ouais. L'argent qui est au-dessus... Comme dans les banques normales, en fait, d'ailleurs. Exactement, comme dans n'importe quelle banque. C'est assez chiant, mais Trade Republic, c'est une banque comme les autres. C'est juste qu'on se comporte très différemment, qu'on a développé une technologie très différente. Mais du point de vue de la réglementation et de la sécurité, c'est la même chose. Tes actions, elles sont détenues chez HSBC en Allemagne dans ce qu'on appelle une banque dépositaire. Donc même si on fait faillite, elles t'appartiennent toujours, tu peux les récupérer. Donc il n'y a pas de danger particulier. Ok, très clair. C'est vraiment comme n'importe quelle autre banque. Et tu disais au niveau de la, alors ça c'est même un conseil plus général, mais au niveau de la justement de la régulation, du fait que vous êtes sujet à un tampon entre guillemets, tu vois, exactement. Des contrôles, des audits. Comment, pour le plus suspicieux qui nous regarde, comment ça marche tout ça, comment on peut vérifier? C'est facile, hein. T'as la Banque d'Allemagne, la Banque nationale d'Allemagne, t'as le Bureau fédéral de régulation financière en Allemagne qui s'appelle la BaFin, qui est l'équivalent allemand de l'autorité des marchés financiers en France, l'AMF, qui viennent, quand ils veulent, dans nos bureaux, nous demander tout ce qu'ils veulent. Ouais, et on doit répondre. Et ils viennent tous les ans, et ils vérifient tout, et ils contrôlent, et voilà. Et donc, par exemple, l'État allemand, avant de dire oui, les 100 000 euros chez Trade Republic qui sont protégés par l'État allemand, c'est ce qu'on appelle le fonds de garantie des dépôts. Et ben ils sont venus chez nous, ils ont pris la température, ils ont tout ouvert, ils ont regardé les placards, les trucs. On a des contraintes de dingue. Tu vois, les fondateurs de Trade Republic, ils ont 32 ans. D'après la loi allemande, ils sont pas autorisés à diriger une banque qui gère 35 milliards d'euros des gens. Tu vois. Okay. Donc on a deux managing directors, deux directeurs qui ont 60 ans, qui viennent de Deutsche Bank et de Erste Bank, qui sont les plus grosses banques d'Allemagne, d'Autriche, etc. Et qui surveillent. Hein, ils nous disent, hein, on est là pour surveiller que vous fassiez pas de conneries. Mais t'as d'autres banques, tu vois, d'autres banques que Trade Republic qui ont mal bossé, qui n'ont pas respecté les réglementations. Ben, l'État envoie des équipes de l'État dans la banque travailler à la place de la banque. Donc si je comprends que les gens soient terrifiés parce qu'il y a eu, entre autres, le scandale autour de FTX l'année dernière, donc une plateforme qui gère des milliards d'euros qui fait faillite comme ça. Je précise, ce n'était pas une banque. C'était pas une entité qui était réglementée par les autorités. Donc nous, voilà, on est audité dans tous les sens. On est connecté dans 17 pays européens avec les autorités. Et donc c'est un travail d'intérêt. Enfin, il y a une éthique et une responsabilité particulière quand on est banquier. Et qu'on ait une cravate Hermès et une chemise blanche ou un t-shirt très bien comme ça, l'éthique et la responsabilité sont la même. On est engagé personnellement, tu sais, on est responsable devant la loi. Hein, donc c'est des choses qu'on prend pas à la légère. Quoi. Ok. Il me reste encore pas mal de questions, mais le temps file. Je te propose qu'on essaie de les speed. Ça marche. Allez, vas-y. Ok. Première question. J'ai déjà entendu une théorie comme quoi les ETF, en fait, ça pourrait être une bulle parce que c'est super hype ou je sais pas. J'ai déjà entendu un truc comme ça. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Oui, c'est une connerie parce qu'effectivement il y a des bulles ailleurs. Typiquement, il y a eu une bulle sur les NFT pendant longtemps. Les ETF, c'est juste les actions du monde entier en fait. Donc c'est pas une bulle, c'est juste les entreprises du monde entier. Les ETF, c'est juste une enveloppe qui permet de les acheter. Mais c'est exactement la même chose que si tu achetais des actions une par une. Donc non, c'est pas une bulle. Ou alors, les entreprises du monde entier, c'est une bulle, mais c'est une bulle qui dure depuis 2000 ans, quoi. Donc, et qui a vocation à continuer à durer, j'espère. Donc non, c'est pas du tout une bulle, c'est juste une nouvelle manière d'épargner et d'investir. Ok. Deuxièmement, est-ce que j'ai vu quelqu'un qui, je pense, travaille là-dedans en commentaire, qui disait que, en fait, les actions, c'est quand même une charge administrative que beaucoup de gens ne constatent que lorsque tu fais la vente. Donc, une fois que t'as acheté ton action, plusieurs années plus tard, tu la vends. Et tu te rends compte à ce moment-là qu'en fait, c'est un bordel, qu'il faut un conseiller fiscal, avoir un expert comptable à la revente, pour voir comment ça marche sur la déclaration de revenus. Tout ça a l'air bien chiant. Est-ce que c'est vraiment aussi galère que ça? Pas du tout. Quel conseil tu peux donner à ce niveau? Non, il y a qu'un seul site public de l'État qui marche bien en France, c'est impôt.gouv.fr. Donc ce site, il marche bien. Et donc non, t'as pas besoin du tout d'un conseiller fiscal. Oui, il y a en fait,
l'énorme malentendu, c'est de penser que quelqu'un qui a un salaire normal, 50 000 euros d'épargne à la fin de sa vie et une retraite de 2 000 euros par mois, a les mêmes besoins que quelqu'un qui a 15 millions, un patrimoine extrêmement complexe, des taxes dans tous les sens, etc. Faut arrêter avec ça. Ouais. L'immense majorité des gens, c'est 2 cases à remplir dans leur déclaration annuelle. Nous, on fournit un document qui s'appelle l'imprimé fiscal unique, qui te dit exactement à la fin de l'année quel montant tu dois remplir dans quelle case. Donc c'est bête comme vous-même, chou. c'est ça, vous fournissez un document qui vulgarise ce qu'il faut faire. Bien sûr. Ok. Non, c'est le commentaire de quelqu'un qui s'intéresse à 2% de la population qui a déjà beaucoup d'argent, ou c'est le commentaire de quelqu'un qui veut devenir conseiller fiscal. Mais c'est pas vrai. Non, ça c'est pas vrai. C'est bête comme chou aujourd'hui. Petite question. Ma compagne hésite à venir sur Trade. Est-ce que moi j'ai déjà un compte, est-ce que le fait d'avoir nos deux économies, nos deux épargnes sur un même endroit, est-ce que, comme tu dis, c'est un peu mettre tous ses œufs dans le même panier, entre guillemets, ou est-ce que ça n'a pas de sens? Si c'est des actions et des ETF ou des cryptos, non, ça n'a aucun sens. Si c'est du cash, on recommande effectivement de diversifier entre les établissements bancaires, idéalement même pour certains les pays, pour avoir bénéficié de plusieurs fonds de garantie des dépôts. Mais celui qui a déjà 100 000 euros d'espèces sur son compte, 100 000, oui, c'est ça. Ouais. Donc je sais pas combien de gens ont 100 000 euros d'espèces sur leur compte, mais c'est très très peu de gens en fait. Oui, c'est ça. Mais donc en fait, parce que la garantie, elle est pas pour tout le foyer, entre guillemets, elle est pour elle est par personne, par établissement bancaire. C'est ça. Donc en fait, si quelqu'un et sa compagne ont tous les deux moins de 100 000 euros de cash sur Trade, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Ok. J'ai vu maintenant qu'il y avait donc une carte bancaire, la fameuse. Quels sont les avantages de cette carte par rapport à d'autres cartes qu'on pourrait avoir sur une banque normale? Eh bien, c'est avant tout. En fait, tu sais, nous, on construit un système pour vraiment permettre aux gens d'augmenter leur épargne. Donc, on a une carte qui permet d'épargner, ce qui est un peu contre-intuitif, parce qu'une carte, ça sert à dépenser. Mais quand tu dépenses avec cette carte, il y a 1% de ce que tu dépenses qui t'est offert, qui t'est remboursé dans ton plan d'épargne en ETF. Donc, en fait, quand tu dépenses, ça épargne. Et c'est une carte qui a une gueule, par ailleurs, un peu particulière, parce que c'est une forme de statement aussi, si tu veux. C'est de se dire... On le voit dedans. Voilà, c'est de se dire, c'est une carte qui est en acier brossé, qui est un miroir, parce que tu te vois dedans. C'est toi le héros de la banque, c'est ton argent. C'est pas une banque qui fait sa pub. C'est pas tu vois, une Gold ou une Black. C'est vraiment de se dire. Mais tu sais, c'est un témoignage aussi, quoi. C'est de se dire, c'est toi le héros de ton argent, quoi. C'est pas la banque. Voilà. Bien, ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé dans le market. Et donc, là, j'imagine c'est le même système, c'est qu'en fait, vous êtes, habituellement une banque est rémunérée en frais pour des paiements, et donc pareil, vous reniez sur cette marge-là. Ouais. Ok. En fait, si vous déclinez le même concept à chaque fois, c'est ça. tous les endroits où avant une banque margeait beaucoup, vous, avec votre volume gigantesque, vous permettez de, voilà, et la tech, vous permettez de vous couper ces sources de revenus habituelles. Et tout en étant profitable. Mais c'est ça, oui. Et en fait, tout le monde pense que, enfin, c'est pas tout le monde pense, ça génère de la suspicion au début. Ouais. Tu te dis, attends, les mecs, ils peuvent pas rendre autant de services, ils vont faire faillite, tu vois. En fait, c'est juste qu'on est beaucoup plus exigeant vis-à-vis de nous-mêmes. Et vos coûts sont l'immense majorité des autres banques, parce que du coup, on a des processus qui sont vachement efficaces. Et vous avez pas d'agence, vous avez beaucoup moins d'employés, des choses comme ça. Et puis nos coûts sont beaucoup plus faibles, en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est intéressant quand même cette nouvelle carte, c'est que vous commencez à vous ressembler à une néobanque. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir plateforme d'épargne? Mais la carte commence à, tu vois, être un peu entre deux. Est-ce que un jour tu penses qu'on pourra permettre avoir des virements, tu vois, au sein de Trade? Est-ce que il manque pas grand chose en fait? Ça on l'a déjà dit, hein, mais bien sûr, oui, bien sûr. Okay. Ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, comme le PEA, comme plein d'autres choses. Ok. Excellent. Est-ce que pour finir, tu as des news ou des questions que toi tu vois souvent auxquelles on n'a pas répondu ici? Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Peut-être de dire où on peut commencer. Il y a sur Internet des démos qui ont été faites par des professionnels de la finance. Je pense à des conseillers en gestion de patrimoine qui ont eu marre d'aider quelques centaines de riches et qui ont préféré aller sur les réseaux sociaux, se créer une communauté pour aider des centaines de milliers de personnes. Et donc, il y en a en France aujourd'hui avec des très bons contenus. Et le meilleur conseil, je pense, que je puisse donner à quelqu'un, c'est le plus jeune possible.
tape commencez tôt. Trade Republic sur YouTube Ouais. et tu vas pas être déçu. Et là, tu Ouais. vas te faire une éducation financière et tu vas pouvoir avoir le courage de t'y mettre. Tu vas faire des conneries parfois, c'est pas grave. Il faut continuer. Ne prends pas de C'est pas risques. grave sur des petits Investis à long montants. terme. C'est ça. C'est ça. Faites commencez avec des tout petits montants et puis voilà, ce sera très bien. Reprenez le contrôle. C'est ça. N'hésitez pas à du coup aller checker tout ça dans la description. Ça soutient l'émission également. Merci à toi Mathias d'avoir passé tout ce temps avec nous. Et peut-être qu'on aura des nouvelles questions et qu'il faudrait reprogrammer une interview. Avec joie. Les communautés en ce moment sur Internet ont beaucoup de questions sur leur épargne. C'est très bien. C'est très bien. Je pense qu'on a couvert pas mal de trucs en vrai. Trop cool. Et bah merci, à Mika. très bientôt. Salut. Salut Mathias.